En 1907, dans la moiteur poisseuse du port de Dakar, un enfant de peau laiteuse et d'yeux décolorés fut hissé hors de la cale d'un navire sanitaire comme une curiosité biologique. Il s'appelait Éloi, à peine 10 ans, mais on l'avait déjà rebaptisé le garçon de verre, tant sa peau semblait transparente à la lumière du matin. Les dockers s'écartèrent, murmurant que ce petit être portait malheur, qu'aucune mère africaine n'enfanterait ainsi sans que les esprits s'en mêlent. L'homme qui l'attendait sur le quai, le docteur Auguste Vaurrin, ne prêta pas attention aux murmures. Il avait traversé la moitié de l'Afrique pour ce moment. Médecin de la République et anthropologue de la MNEN, Vaurrin dirigeait à Lyon un institut de recherche anthropobiologique fondé sur une idée qu'il jugeait visionnaire: prouver scientifiquement la hiérarchie des races par l'étude du sang et de la peau. Depuis 3 ans, il cherchait un sujet parfait, ni noir ni blanc, mais entre les deux mondes, capable de démontrer que la pureté pouvait être fabriquée. Éloi fut cette trouvaille. L'enfant ne parlait presque pas, son dialecte peul se brisait contre la rudesse du français des marins. Vaurrin, ganté de cuir, le fit monter dans une voiture couverte, direction l'hôpital colonial de Gorée. Durant la traversée en chaloupe, il prit des notes d'une écriture serrée: couleur de l'iris, réaction à la lumière, fréquence respiratoire, absence de pigmentation. Chaque mot tombait comme une sentence. Dans le laboratoire humide de l'hôpital, on lava l'enfant au phénol, on coupa ses cheveux, on lui donna une chemise d'internement trop grande. À travers la fenêtre grillagée, Éloi voyait la mer et croyait entendre le vent chuchoter son nom. Le soir, Vaurrin écrivit dans son carnet: sujet A0, acquisition réussie. Teint, ivoire mat, cheveux, filaments clairs. Objectif, déterminer la possibilité d'un déracinement chromatique complet. 2 semaines plus tard, ils embarquèrent pour Marseille. Les passagers de première classe évitaient le garçon, certains croyaient à la lèpre, d'autres à une malédiction africaine. Le médecin parlait rarement, mais chaque soir, sous la lampe de sa cabine, il observait Éloi comme on observe un spécimen rare. Mesurant la longueur des doigts, testant la sensibilité du derme, dessinant des croquis anatomiques dans son journal. Quand le navire atteignit le vieux port, la foule ne remarqua même pas le petit être dissimulé sous une cape. De la gare Saint-Charles, un train les emmena vers le nord. Pendant des heures, Éloi fixait le paysage qui changeait. Les collines rouges du sud, puis les plaines grises, puis la fumée industrielle. À l'arrivée, la voiture noire de l'Institut attendait. L'endroit se dressait sur les hauteurs de Fourvière, une bâtisse néogothique entourée de jardins clos, où l'on menait, disait-on, des expériences sur l'hérédité et la dégénérescence. On y étudiait les crânes, les organes, les lignées. Le directeur Vaurrin régna sur ce royaume de formol et de verre avec la ferveur d'un prêtre. On lui obéissait. Il présenta Éloi à ses assistants: un jeune interne nommé Chabrier, pâle et nerveux, et une infirmière alsacienne, Marguerite, au regard doux mais silencieux. « Voici notre clé, dit Vaurrin, le chaînon manquant entre l'homme primitif et la perfection européenne. » Le mot perfection fit frissonner Marguerite, mais elle se tut. Les jours d'après, Éloi apprit la routine du lieu. Lever à 6 heures, examen du sang, test de réaction au froid, puis heure d'étude. On lui enseigna à lire, non pas des contes, mais les traités d'anatomie. Vaurrin voulait qu'il comprenne sa propre dissection intellectuelle. Chaque soir, dans une salle éclairée au gaz, il projetait sur un drap blanc les images de microscope, lui montrant des cellules, expliquant comment certaines races, disait-il, s'épuisent par excès de mélange. L'enfant écoutait sans comprendre, mais il retenait les mots: pureté, lignée, amélioration. Bientôt, il sut écrire son nom, puis recopier des phrases entières de Buffon et de Gobineau. Il ignorait qu'il devenait le sujet d'une démonstration plus vaste que lui. L'Institut cachait au sous-sol une série de salles interdites. Derrière les portes de fer, d'autres sujets vivaient: une femme kabyle, un homme créole, un couple de gitans. Tous portaient un numéro. Leurs visages se croisaient parfois dans le couloir, furtifs, épuisés. Éloi sentit naître en lui une peur muette. Le silence des adultes signifiait danger. Une nuit d'hiver, il se réveilla sous l'allure du bec de gaz et vit Marguerite penchée sur lui, déposant un verre d'eau. Elle murmura: « Ne crois pas tout ce qu'il dit », puis s'éloigna. Ce fut la première douceur depuis des mois. En printemps 1908, Vaurrin reçut la visite d'un député du Rhône, venu admirer les progrès de la science française. Il montra Éloi comme un trophée. « Regardez, monsieur, l'Afrique blanchie par la raison. » Le politicien applaudit, le photographe prit une plaque. La photo serait plus tard publiée dans la Revue anthropologique, sous le titre « Le prototype de la neutralité raciale ».
Mais nul ne savait que dans les nuits suivantes, Vorin descendait au sous-sol avec des seringues remplies de sérum expérimental. Il parlait d'un projet nommé le cycle de purification sanguine, mélange de transfusion et de greffe. Chabrier obéissait, notant tout. Marguerite détournait le regard. On prélevait sur Éloi des enchantillons de moelle et de peau qu'on comparait à ceux des autres sujets. Les plaies mettaient du temps à guérir. Vorin se réjouissait. Une résistance exceptionnelle. Il calculait déjà la seconde phase, croiser le garçon avec une fillette européenne de même âge, pensionnaire d'un orphelinat voisin, pour observer la transmission des pigments. Marguerite, horrifiée, tenta de s'opposer. « Ce n'est qu'un enfant, dit-elle. » Vorin répondit calmement. « La science ne connaît pas d'enfant. » Le ton glaça la pièce. Dans son carnet, elle écrivit « Phase 2 approuvée pour octobre. Objectif, reproduction contrôlée. » Ce soir-là, Marguerite glissa Éloi un petit papier, fuit quand les feuilles tomberont. Mais où fuir? Derrière les grilles, la ville grondait, indifférente, et au cœur de l'Institut, le projet de pureté venait seulement de commencer. L'automne 1908 recouvrit Lyon d'une brume jaune et d'une odeur de charbon humide. À l'Institut, les fenêtres restaient closes pour éviter la condensation sur les bocaux de formol et l'air saturé de phénol collait à la peau comme un vêtement invisible. Éloi grandissait. Ses bras s'allongeaient, son visage s'affinait, mais ses yeux restaient d'une teinte inhumaine, gris rosé, presque phosphorescente. Vorin s'en émerveillait chaque matin, notant les changements dans un cahier noir. Croissance harmonieuse, absence de pigmentation persistante, équilibre minéral remarquable. L'enfant ne posait plus de questions. Il avait compris qu'à chaque réponse de Vorin se cachait une vérité qu'il ne devait pas savoir. Les autres sujets du sous-sol disparaissaient l'un après l'autre. On disait qu'ils étaient transférés à Paris. Mais le silence de Marguerite trahissait un mensonge plus lourd. Une nuit de novembre, Éloi fut conduit dans la grande salle de dissection où le docteur préparait un dispositif nouveau. Des flacons de sang reliés par des tubes, un fauteuil métallique, un autoclave qui sifflait doucement. Chabrier, blême, ajustait les aiguilles. « Expérience 37. Compatibilité interraciale », annonça Vorin d'une voix tranquille. Éloi sentit la piqûre froide, le sang coulait hors de lui dans une bonde de verre. On lui injecta ensuite un liquide rouge sombre. « Sérum européen », expliqua Vorin. « Il faut voir comment ton corps réagit à la civilisation. » La phrase, pour Éloi, ne voulait rien dire. Mais il sentit le feu dans ses veines, la tête tournée, puis la nuit avala tout. Lorsqu'il se réveilla, il avait la fièvre et un goût de fer dans la bouche. Marguerite veillait, posant un linge froid sur son front. « Ne parle pas, chuchota-t-elle. Ils ne doivent pas savoir que tu souffres, sinon ils recommenceront. » Ses mains tremblaient. Depuis des mois, elle écrivait en secret à un prêtre de l'hôpital de l'Anticaille, demandant de l'aide pour sortir l'enfant. La lettre ne reçut jamais de réponse. À l'extérieur, le monde tournait sans se soucier du garçon enfermé sur la colline. L'exposition coloniale préparait ses pavillons à Marseille. Les journaux célébraient la grandeur de l'Empire. Nul ne se doutait qu'au cœur de la République, un médecin pesait la valeur d'une âme sur une balance de laboratoire. En décembre, Vorin invita 2 collègues parisiens à venir observer les résultats. Le professeur Delaunay, de la Sorbonne, et le docteur Michelot, de l'hôpital Tenon. On dressa une table de démonstration, couverte de carnets, de graphiques, de lames de microscope. Éloi dut se tenir torse nu sous la lumière blanche. Les savants l'examinèrent, commentèrent sa peau, la texture des cheveux, la taille des pupilles. « Fascinant », murmura Michelot, « une dégénérescence qui se stabilise. Peut-être un futur type humain, un hybride équilibré. » Vorin sourit, gonflé d'orgueil. Delaunay, plus prudent, demanda « Et ses antécédents ?» Vorin répondit « Né d'une mère Wolof, père inconnu, produit du hasard. Mais nous ferons mieux, nous fabriquerons la pureté. » Les hommes hochèrent la tête, fascinés. Avant leur départ, Vorin leur montra les sous-sols, les cages vitrées, les graphiques des croisements, tout un univers de chair et de chiffres. Chabrier notait mécaniquement, mais son regard se voilait d'une culpabilité grandissante. Après la visite, il confia à Marguerite qu'il avait rêvé de l'enfant, de ses yeux dans le noir, et qu'il ne supporterait plus les cris qu'il entendait parfois la nuit, venant de la pièce des sérums. « Ce ne sont pas des rêves, répondit-elle, ce sont leurs âmes. » En janvier 1909, la phase 2 commença. Une jeune orpheline nommée Léonie, 12 ans, fut amenée de l'hospice Saint-Pierre. On lui avait promis une éducation, un avenir. Elle fut logée dans une chambre attenante à celle d'Éloi, et on leur permit de se parler, sous surveillance.
Au début, leur conversation se limitait à des mots simples, noms d'objets, fragments d'histoire. Éloi n'avait jamais connu d'amis. Léonie devint un miroir de son humanité perdue. Il riait à voix basse, traçant des dessins sur le sol à la craie. Marguerite fermait les yeux, sachant ce que préparait Vorin. En mars, le médecin annonça « L'expérience de reproduction contrôlée débutera en été. Nous observerons la transmission pigmentaire. » Chabrier pâlit. « Mais ils sont des enfants ?» Vorin se redressa, le regard glacé. « Justement, leurs corps n'ont pas encore été corrompus par la société. C'est la nature à l'état brut. » Cette nuit-là, il écrivit dans son carnet « Objectif, union artificielle. Méthode, prélèvement et fécondation croisée en laboratoire si nécessaire. » L'idée de pureté était devenue sa religion. Plus les mois passaient, plus l'institut ressemblait à un temple fou. Les assistants parlaient à voix basse, les couloirs sentaient la cendre et la peur. En avril, une inspection administrative faillit révéler le scandale. Un fonctionnaire du ministère de l'Instruction publique vint contrôler les comptes. Vorin, maître du mensonge, présentait l'Institut comme un centre de physiologie expérimentale subventionné par la colonie. Le fonctionnaire signa les papiers et repartit, ignorant les ombres derrière les vitres givrées. Pendant ce temps-là, Éloi et Léonie s'attachaient l'un à l'autre. Ils inventaient un langage secret fait de sifflements et de signes, un refuge contre les voix autoritaires du laboratoire. Mais Marguerite remarqua un détail inquiétant. Les transfusions répétées rendaient l'enfant plus pâle encore, presque translucide. Et ses veines semblaient luire sous la peau. Il dormait peu, mangeait à peine, rêvait de mers sans fin. Elle tenta d'obtenir une consultation à l'hôpital civil, mais Vorin refusa. « Les organismes exceptionnels méritent un suivi exceptionnel, dit-il. » En mai, Léonie tomba malade à son tour. Fièvre, vomissements, perte de cheveux. Les analyses de Vorin concluèrent à une réaction d'harmonisation. Il poursuivit néanmoins, persuadé d'être à la veilleuse d'une révélation scientifique. Le 21 juin, il nota « Union expérimentale prévue pour le 24 ». Marguerite comprit que c'était la fin. Cette nuit-là, elle pénétra dans la chambre d'Éloi, lui donna un manteau, une clé et répéta « Descends par les caves, suis la santé jusqu'à la rivière, cours sans te retourner. » Éloi hésita. « Et toi ?» demanda-t-il. Elle sourit tristement. « Je ne cours plus depuis longtemps. » Au début, le bâtiment dormait encore. Il traversa les couloirs vides, entendant loin le bruit des machinaires comprimés. Dans le sous-sol, la porte était ouverte. Chabrier, tremblant, l'attendait. « Va, petit. J'ai effacé ton nom des registres. » Ensemble, ils atteignirent la grille du jardin. Le jour se levait sur la Saône. Mais au moment où Éloi posa le pied dehors, un cri retentit. Vorin, dans sa robe de médecin, venait de les apercevoir. « Arrêtez-le » hurla-t-il. Chabrier se retourna, bloquant le passage. On entendit un coup de feu. Le jeune interne timba. Éloi courut. Derrière lui, la sirène de l'Institut se mit à hurler comme un animal blessé. Il dévala la pente, traversa un champ puis la forêt. Le soleil frappait sa peau fragile, mais il ne s'arrêta pas. Il courut jusqu'à sentir son cœur éclater. Quand enfin il s'effondra au bord de la rivière, le monde entier lui sembla silencieux. Derrière les collines, l'Institut de Vorin brûlait. Une explosion de fioles, de gaz et de rage. Marguerite avait mis le feu à l'archive avant d'être arrêtée. Le projet de pureté partait en fumée, mais le sang d'Éloi, lui, continuait de battre. Quelque part, libre, pour la première fois. L'été 1909 s'effaça dans la poussière des routes et la rumeur des trains de marchandises. Et quelque part entre Lyon et la Bourgogne, un enfant sans papier marchait seul le long d'une voie ferrée, vêtu d'un manteau trop grand taché de sang séché. Éloi avançait par instinct, buvant l'eau des fossés, se cachant dans les granges. Il ignorait où aller. Tout ce qu'il savait, c'est que derrière lui, il n'y avait plus rien qu'un bâtiment en ruine et des ombres dans le feu. 3 jours plus tard, il s'évanouit dans un champ, fiévreux, et fut trouvé par une fermière nommée Jeanne Besson, veuve d'un tonnelier. Elle crut d'abord à un mendiant malade, puis, en voyant sa peau presque transparente et ses yeux de nacre, pensa à un enfant d'ange. Elle le recueillit, le nourrit, lui demanda son nom. Il dit seulement « Éloi ». Jeanne ne chercha pas plus loin. Dans son petit village près de Cluny, personne ne posait de questions tant qu'un enfant travaillait et priait. Les années suivantes passèrent lentement. Éloi grandit, apprit à soigner les bêtes, à lire les bulletins de la paroisse, à manier la faux. Le monde semblait l'avoir oublié, et cela lui convenait. Mais chaque nuit, dans ses rêves, il revoyait les murs blancs de l'Institut.
les lampes de Vorin, le visage de Marguerite derrière la fumée. Parfois, il se réveillait en criant, persuadé d'avoir encore des aiguilles dans les bras. En 1914, quand la guerre éclata, les cloches sonnèrent à toute volée. Le village envoya tous ses hommes au front. Jeanne pleura son neveu, et Éloi, trop jeune et trop étrange pour être enrôlé, resta pour garder la ferme. Les affiches dans les bourgs parlaient de patrie, de race, de sang. Ces mots le faisaient frissonner. Il les avait déjà entendus dans la bouche d'un autre. En 1916, un convoi de blessés arriva à Cluny, transformant le couvent en hôpital militaire. Éloi, qui avait la main légère, fut réquisitionné comme aide-soignant. Sous les draps imbibés d'iode, il découvrit un autre genre de souffrance, celle des corps déchiquetés par la guerre. Les médecins débordés le laissaient faire. Ils lavaient, bandaient, murmuraient des prières. Un jour, un chirurgien-colonel s'approcha. « Toi, le garçon pâle, tu connais un peu la médecine ?» Éloi répondit qu'il avait vu des expériences. Le colonel nota son nom sur une fiche et, sans le savoir, rouvrit la porte du passé. Quelques semaines plus tard, un médecin du service de santé arriva de Lyon pour inspecter l'hôpital de Cluny. Il s'appelait docteur Henri Vorin, neveu d'Auguste, le maître disparu dans l'incendie de 1909. En voyant Éloi, il s'arrêta net. Ce visage, ses yeux, le même fantôme que dans les carnets de son oncle. Il ne dit rien, se contenta d'observer de loin, mais le soir même, il fouilla les archives de l'armée. Aucune trace d'un garçon nommé Éloi avant 1910. Le mystère l'obséda. En mars 1917, il convoqua l'enfant pour un contrôle médical. Éloi entra dans la tente, le cœur serré. Le médecin referma la toile derrière lui. « Tu n'as donc pas brûlé avec lui ?» dit-il. La voix fit remonter 12 ans de cauchemar. Henri parla longuement de son oncle, du scandale étouffé, de la science trahie. Il disait vouloir comprendre, non punir. « Montre-moi tes bras », ordonna-t-il. Éloi obéit. Sous la lumière de la lampe, les cicatrices anciennes luisaient comme des fils d'argent. Le médecin prit des notes, exactement comme autrefois. « Ton organisme a survécu à des doses létales. Tu es une anomalie que la guerre pourrait rendre utile. » Ce mot « utile » glaça Éloi. Il comprit que la chasse recommençait. Cette nuit-là, il s'enfuit encore, volant un manteau militaire et un cheval. Il roula vers l'est, jusqu'à Dijon, où il trouva refuge dans un asile dirigé par des sœurs. Il se fit appeler Louis Besson, le fils adoptif de Jeanne, morte l'année précédente. Le temps passa, les canons se turent, la France pansait ses plaies. Mais le nom de Vorin réapparut en 1920 dans un article scientifique sur l'héritage biologique du soldat, signé Henri Vorin, Institut national d'héritage humain. En marge d'une page, Éloi lut la phrase « Certains cas d'albinisme stable observés avant la guerre pourraient fournir la clé du perfectionnement racial. » Il sut qu'il parlait de lui. Pendant des semaines, il erra entre la peur et la colère. Devait-il se cacher à jamais ou raconter la vérité sur ce qu'il avait vécu? Mais qui croirait un homme sans origine, sans papier, à la peau de fantôme? En 1921, il rencontra un journaliste de l'Illustration venu interroger les anciens soignants du front. L'homme curieux remarqua son teint étrange. Éloi hésita, puis parla. 1 heure durant, il raconta l'Institut, le sang, les expériences, les morts. Le journaliste prit des notes, promettant un article. 3 semaines plus tard, l'Illustration publiait un papier court intitulé « Rumeurs de savants fous à Lyon ». Le texte évoquait vaguement un médecin disparu, un enfant albinos, mais sans citer de nom. L'histoire fit scandale un jour, puis disparut dans la brume. Pourtant, elle tomba sous les yeux de Henri Vorin. Il comprit que le garçon vivait encore. Dès lors, une traque silencieuse commença. Lettres aux hôpitaux, visites d'inspecteurs, fiches médicales comparées. En 1923, 2 hommes en uniforme se présentèrent à l'asile, prétendant venir du ministère. Éloi avait disparu la veille, pressentant leur arrivée. Il se cacha à Paris, travaillant comme relieur sous le nom de Louis B. Dans les cafés du quartier latin, on parlait désormais de génétique, de race, de l'avenir de l'humanité. Les mêmes mots, polis et modernes, que ceux de Vorin jadis. En 1925, un congrès international d'eugénisme se tint à la Sorbonne. Henri présenta des clichés, planches de visage, diagrammes de crâne, et dans la dernière diapositive, une photographie jaunie de l'enfant Éloi, prise 20 ans plus tôt. Sous la légende, sujet A0, survivant probable non localisé. Dans la salle, un vieil homme toussa si fort que tout le monde se retourna. C'était Louis B, venu écouter. Il sortit avant la fin, tremblant. Ce soir-là, il écrivit une lettre anonyme à un journal humaniste. « Je suis ce sujet. Je témoigne. Ce que vous appelez science n'est qu'un masque pour la cruauté. » La lettre fut interceptée par la police avant publication. Henri, informé, lança des recherches plus discrètes. Mais plus il approchait, plus la vérité lui échappait.
car d'autres commençaient à s'intéresser à ses travaux. Un groupe d'officiers allemands, en visite scientifique, fascinés par les théories françaises sur la purification du sang. À leur tête, un certain Dr Klein venu de Munich. Dans les notes du congrès, une ligne mentionnait un échange futur entre les deux laboratoires. Henri Vorin accepta, convaincu de poursuivre l'œuvre de son oncle sur des bases plus rigoureuses. Il ne savait pas qu'il ouvrait la porte à un cauchemar continental. Quant à Éloi, il quitta la France en 1926, embarquant à Cherbourg sous un fou nom pour rejoindre Montréal. Dans sa valise, il n'avait qu'un cahier usé, celui de Marguerite, retrouvé parmi les débris de Fourvière. 30 pages couvertes d'une écriture fine, décrivant les crimes de Vorin, les numéros des sujets, les doses, les dates. Il promit de ne plus jamais fuir. Dans la lumière grise du pont, il jura que ses témoignages verraient le jour. Mais derrière lui, l'Europe préparait déjà une autre guerre, et les cendres de Fourvière n'avaient pas fini de se répandre. Quand l'Europe s'embrasa en septembre 1939, les vents de guerre traversèrent l'Atlantique comme une rumeur ancienne. À Montréal, Louis Besson, le nom qu'Éloi utilisait depuis 13 ans, travaillait dans une petite imprimerie du quartier Saint-Laurent. Ses cheveux avaient jauni avec l'âge, ses yeux restaient étranges. Mais la foule des immigrants faisait de l'anomalie un camouflage. Il vivait seul, ne parlant presque jamais du passé, sauf certaines nuits où la pluie frappait la vitre et où le souvenir de Marguerite revenait, son visage dans la fumée, sa voix disant « Cours sans te retourner ». En janvier 1940, il reçut une lettre d'Europe, un pli venu de Suisse, signé d'une main inconnue, un certain Dr Samuel Klein, qui prétendait être un historien des sciences. Le ton était courtois. « Monsieur Besson, j'ai lu un article ancien mentionnant un certain Éloi, enfant aux particularités rares observées à Lyon avant 1910. Je cherche à retracer la vérité. Seriez-vous disposé à me rencontrer ?» Le cœur de Louis s'arrêta une seconde. Le nom Klein, il l'avait lu dans les actes du congrès de 1925. Il brûla la lettre, mais le mal était fait. 3 mois plus tard, un homme au manteau gris entra dans l'imprimerie, parlant français avec un accent allemand. Il se présenta comme M. Kramer, représentant scientifique. Son regard glacial passa sur Louis, puis il dit calmement « Vous êtes attendu en Europe. Le professeur Klein veut vous montrer quelque chose. » Louis ne répondit pas, mais il sut qu'il ne le laisserait plus en paix. Cette nuit-là, il vida sa chambre, prit le cahier de Marguerite et partit vers le nord, traversant clandestinement la frontière pour rejoindre un village du Québec profond. Là, il vécut caché sous l'identité d'un moine copiste, travaillant pour un monastère franciscain. Pendant que les journaux parlaient de Dunkerque, de Paris occupé, il copiait des psaumes, persuadé que le monde recommençait la folie de Vorin. Il avait raison. En 1941, dans un institut de Berlin, le Dr Klein dirigeait un programme intitulé « Projekt Reinheit », fondé sur des archives françaises récupérées avant la guerre. Parmi ces documents figurait un dossier joigni « Projet de pureté, Dr Auguste Vorin ». Les schémas de sang, les croquis d'enfants, les notes sur la reproduction dirigée furent traduits en allemand et intégrés à un nouveau plan de recherche sur la pureté génétique. Henri Vorin, le neveu, y participa brièvement avant de disparaître mystérieusement en 1942. Certains disaient qu'il s'était suicidé, d'autres qu'il travaillait désormais pour les Allemands sous un faux nom. Dans les camps, des médecins reprenaient les expériences interrompues 30 ans plus tôt, mesurant la couleur des yeux, pesant les crânes, injectant des sérums. Les ombres de Fourvière flottaient sur l'Europe entière. En 1943, Klein annonça la découverte d'un sérum de stabilisation pigmentaire, dérivé du travail d'un certain Vorin. Il cherchait désormais le sujet d'origine pour valider les données. Des agents furent envoyés au Canada. Louis sentit le filet se resserrer. Un soir d'hiver, un frère du monastère, le père Antoine, l'avertit. « On a demandé un homme à peau blanche. Pas prêtre, pas canadien, il fouille les registres. » Louis fit ce qu'il savait faire. Il s'enfuit la Corse, vers la côte, embarquant sur un cargo de pêche pour Terre-Neuve. Là, il trouva refuge auprès d'une famille d'Islandais. Le monde s'écroulait, mais il survivait, par habitude, plus que par espoir. Au printemps 1945, la guerre prit fin. Les journaux parlaient des camps, des médecins jugés à Nuremberg, des expériences inhumaines menées au nom de la science. En lisant ces articles, Louis reconnut les mots de Vorin.
recopier, amplifier, industrialiser, pureté, hérédité, perfection. Il comprit que l'ombre de Fourvière s'était transformée en monstre collectif. Le soir du 12 novembre 1946, il décida d'agir. Il rassembla le cahier de Marguerite, y ajouta ses souvenirs, puis écrivit une préface. Ce témoignage n'est pas une vengeance. C'est une preuve que le mal se déguise toujours en savoir. Il envoya le manuscrit à une revue médicale de New York. La rédaction le refusa. Document invérifiable, délire mystique. Quelques semaines plus tard, 2 hommes en costume vinrent frapper à sa porte. Ils se présentèrent comme chercheurs américains, membres d'un programme sur la génétique des populations. Ils avaient lu sa lettre et voulaient discuter. Louis refusa. L'un d'eux insista. « Vous êtes survécu à des injections uniques dans l'histoire. Votre sang pourrait sauver des vies. » Ce mot encore, « sauver », lui fapla la voix de Vorin. Il leur claqua la porte au nez. Le lendemain, sa maison brûla. On retrouva ses papiers calcinés, mais pas son corps. Les autorités conclurent à un accident domestique. Pourtant, un voisin jura avoir vu une voiture noire partir avant l'incendie. Personne ne chercha plus loin. En Europe, la reconstruction commençait. Les anciens laboratoires d'eugénisme furent renommés en instituts de biologie humaine. Dans les sous-sols de Lyon, les ruines de l'ancien institut de Fourvière restaient interdites, murées par la mairie. En 1951, des ouvriers qui creusaient une conduite de gaz découvrirent sous les décombres un coffre de fer contenant des carnets, l'un desquels portait la mention « Phase 2, observation sur les enfants croisés ». À l'intérieur, des dessins d'un garçon aux yeux gris, daté de 1908, signé Auguste Vorin. Les journaux publièrent brièvement la nouvelle avant que les carnets ne disparaissent dans les archives de l'État. Certains chercheurs prétendent qu'ils furent envoyés aux États-Unis pour études confidentielles. D'autres jurent que les carnets brûlèrent encore une fois dans un feu administratif. Pourtant, un détail survécut, une annotation en marge, écrite d'une main féminine. Il a fui. Qu'il vive pour nous tous. C'était l'écriture de Marguerite. On ne sut jamais comment cette note s'était glissée dans le dossier. En 1954, un journaliste canadien publia un article intitulé « Le garçon de verre », relatant l'histoire d'un cabinot s'échappé d'un institut français disparu pendant la guerre. L'article se terminait par cette phrase. Certains témoins affirment l'avoir vu sur la côte de Terre-Neuve après 1946, vivant parmi les pêcheurs, écrivant dans un grand cahier noir. Nul ne retrouva jamais le cahier. Mais 10 ans plus tard, en 1964, un chercheur en biologie moléculaire nommé Henri Vaudin, travaillant à Paris, reçut un paquet anonyme, un manuscrit épais, sans expéditeur, simplement marqué « Pureté »,« Témoignage ». Dans les pages, il reconnut des descriptions d'expériences, des dates, des noms de médecins. Il y avait même des dessins d'un garçon aux yeux transparents. Vaudin, bouleversé, conserva le texte et le fit traduire en anglais. Il devint un document de référence dans les débats sur la bioéthique naissante, bien que personne ne pût authentifier son auteur. Certains y virent une fiction symbolique, d'autres une confession. Mais dans la dernière page, on lisait une phrase écrite d'une main tremblée. « Je m'appelle Éloi, et j'ai survécu. Si vous lisez ceci, souvenez-vous que la science sans conscience n'est qu'un feu qui dévore tout. » Cette phrase devint la devise officieuse d'un nouveau mouvement humaniste au sein de la recherche médicale. Et dans les années 1970, quand la biologie moderne redécouvrit les mots « gènes »,« hérédité »,« sélection », un vieux professeur à la Sorbonne demanda à ses étudiants « Savez-vous d'où viennent ces idées ?» Personne ne répondit, mais il le savait. Elles venaient d'un enfant qu'on a voulu effacer, et qui, par sa fuite, avait laissé au monde une cicatrice invisible. La seule preuve que la pureté n'existe pas. Au tournant des années 70, la France se rêvait moderne, industrielle, conquérante du futur, et les laboratoires bruissaient de mots nouveaux, ADN, mutation, clonage. Dans cette euphorie scientifique, personne ne se souvenait d'un vieil enfant disparu nommé Éloi, sauf quelques chercheurs qui lisaient la nuit un manuscrit jauni, intitulé « Pureté, témoignage ». Le texte circulait sous le manteau,
polycopiés à la machine, présentés comme une fable morale sur les dérives de la science. On y lisait des descriptions trop précises pour être inventées, mais personne n'osait vérifier. Parmi ceux qui l'hantaient, un jeune chercheur du CNRS, Paul Desmarais, spécialiste de génétique moléculaire, s'en obséda au point d'en faire sa vocation. Il croyait y voir la préhistoire de sa discipline, une prophétie tragique. En 1974, alors qu'il travaillait dans un centre de recherche à Grenoble, Desmarais retrouva dans une brocante un carnet de cuir noir dont la couverture portait les initiales AV. Il l'acheta pour quelques francs. À l'intérieur, les notes d'un médecin du début du siècle, schéma de sang, calcul d'hérédité, et cette phrase récurrente, le sujet A0 vit encore. Il comprit qu'il tenait une pièce manquante de la légende. Il passa des mois à comparer les écritures, les dates, les lieux, jusqu'à établir une correspondance parfaite avec les documents de Vaugrin cités dans le témoignage. En 1976, il publia un article dans La Recherche, sous pseudonyme, révélant l'existence d'une lignée de documents sur des expériences de purification biologique menées à Lyon avant 1910. L'article fit scandale, puis tomba dans l'oubli. Les autorités scientifiques jugèrent qu'il s'agissait d'un canular, mais dans les couloirs de certains instituts, le nom de Vaugrin ressurgit. Les plus cyniques disaient « Cet homme était un monstre, mais un monstre visionnaire ». Desmarais fut approché par une société pharmaceutique internationale, Elixor, qui finançait des recherches sur la thérapie génique. On lui proposa d'exploiter les fragments du manuscrit pour modéliser des mutations rares. Il accepta, persuadé de pouvoir redonner sens aux sacrifices du passé. En 1981, dans un laboratoire ultramoderne près de Lausanne, l'équipe Elixor mit au point une base de données nommée Projet Eloi. Officiellement, il s'agissait d'un système d'analyse des gènes récessifs liés à la dépigmentation. Officieusement, c'était une tentative de reproduire le sérum de stabilité évoqué dans les carnets de Vaugrin. Les chercheurs parlaient de réparation cellulaire, mais derrière la vitre, le vieux rêve de pureté refleurissait sous des mots polis. Optimisation, sélection, homogénéisation. Desmarais commença à douter. Une nuit, en explorant les archives de l'entreprise, il découvrit un dossier confidentiel, correspondance entre Elixor et un centre militaire, mentionnant des essais sur des volontaires en Afrique du Nord. Les noms, les dosages, tout rappelait les formules d'Auguste Vaugrin. Le cauchemar revenait. Il tenta d'alerter la presse, mais ses messages restèrent sans réponse. En mars 1982, il fut retrouvé mort dans son bureau, overdose de barbiturique selon le rapport. Sur sa table, un seul mot griffonné. Pardon. L'enquête fut classée. Quelques mois plus tard, la société Elixor présenta au Congrès mondial de génétique un prototype de traitement pour stabilisation chromatique des cellules anormales. Le communiqué cita discrètement des recherches anciennes redécouvertes dans les archives françaises. La boucle semblait bouclée. Un siècle après Fourvière, le poison redevenait Gromès. Mais quelque chose échappa au contrôle. En 1985, plusieurs patients traités avec le sérum Elixor développèrent des symptômes étranges, perte de mémoire, altération de la pigmentation, rêve récurrent d'un enfant aux yeux gris. Le scandale fut étouffé. Mais des médecins parlèrent à voix basse d'un gène dormant activé par le traitement, qu'ils baptisèrent gène de l'oubli. Selon certains, il effaçait les souvenirs douloureux, selon d'autres, il les faisait revivre dans des hallucinations. Le comité d'éthique demanda la destruction des échantillons. Elixor obtempéra en apparence, mais poursuivit les essais à huis clos au nom de la prévention du vieillissement cellulaire. Dans les années 90, le monde entier entra dans la fièvre du génome humain. Les chercheurs séquençaient, recomposaient, annonçaient le triomphe du savoir. Et au milieu de cette euphorie, un homme réapparut, le docteur Henri Vaudin, celui qui avait reçu jadis le manuscrit anonyme. Devenu professeur émérite, il publia en 1992 un ouvrage intitulé « L'hérédité et le crime », où il retraçait l'histoire secrète des recherches de Vaugrin et de leurs héritiers. Le livre provoqua un tollé. Vaudin fut traité de charlatan, de complotiste, mais son récit sema un doute durable. Dans un passage, il évoquait la possible survie des lois jusqu'aux années 1940 et l'existence d'un descendant naturel. Cette hypothèse non prouvée
enflamma l'immédiat. Des journalistes se mirent à chercher l'enfant du projet Pureté, certains allant jusqu'à publier des photos d'albinos anonymes. Les descendants de familles impliquées dans les travaux de Vorin intentèrent des procès. On voulut faire taire Vaudin, mais l'idée avait pris racine. Et si le gène de la pureté circulait encore dans le sang de quelqu'un? En 1998, une chercheuse en biologie comportementale à Montréal, Clara Besson, aucun lien prouvé mais le nom troubla tout le monde, annonça avoir identifié une séquence génétique inconnue chez un patient à la peau très claire, séquence qu'elle baptisa A0-delta. Les médias la surnommèrent tout de suite le gène des lois. Clara refusa les interviews, affirmant qu'il s'agissait que d'une coïncidence. Mais les laboratoires la pressèrent à collaborer. Les investisseurs flairaient l'or. Des multinationales proposèrent des contrats pour breveter la découverte. Clara, inquiète, se plongea dans les archives familiales. Son grand-père, un certain pêcheur de Terre-Neuve, nommé Louis B., avait disparu en 1946 dans un incendie suspect. Le choc fut tel qu'elle interrompit ses travaux. Mais la rumeur ne s'éteignit pas. Dans les forums scientifiques de la fin du siècle, on se transmettait le PDF d'un texte interdit, pureté, témoignage. Le langage froid de 1908 semblait prophétiser la manipulation génétique moderne. Certains étudiants voyaient en Éloy un saint laïque, d'autres une invention littéraire, mais tous pressentaient que derrière la fiction se cachait un avertissement réel. En 2000, à l'aube du nouveau millénaire, le projet Éloy refit surface dans les serveurs de recherche sous un autre nom, Human Gene Rebuild. Il promettait la correction des défauts héréditaires, la renaissance d'un corps parfait. Les slogans disaient « Nous ne cherchons pas la pureté, seulement l'harmonie ». Mais dans les documents internes, un logo ressurgissait, un cercle noir traversé d'un fil blanc, le même symbole qu'Auguste Vorat dessinait dans ses carnets. L'histoire semblait prête à recommencer, encore une fois, sous d'autres mots. Le XXIe siècle commença comme une promesse de rédemption et se transforma en miroir du passé. Les laboratoires parlaient désormais de CRISPR, d'édition génétique, de réécriture du vivant. Les mots anciens, pureté, sélection, amélioration, avaient été remplacés par d'autres, plus lisses, optimisation, bien-être, évolution dirigée. En 2023, une société technologique européenne lança un programme appelé ELOI, acronyme d'Enhanced Life Optimization Interface. Officiellement, il s'agissait d'une intelligence artificielle capable d'analyser les profils ADN pour prévenir les maladies. Officieusement, elle exploitait des fragments de données issus d'un vieux fichier retrouvé dans les serveurs d'Elixir, un vestige du projet ELOI des années 80. Les ingénieurs ignoraient tout de son origine. Le code contenait une séquence d'instructions génétiques traduite en langage binaire signée d'un identifiant archaïque A0-delta. Personne ne se demanda ce qu'elle signifiait vraiment. Le système apprenait, se nourrissant de millions de génomes, traçant des modèles, proposant des corrections. En moins de 2 ans, ELOI devint indispensable aux hôpitaux du monde entier. Les diagnostics étaient si précis qu'on crut toucher le miracle. Les journaux parlaient de la fin des maladies héréditaires, du triomphe de la raison sur la nature. Mais certains médecins remarquèrent des effets étranges. Des patients affirmaient rêver d'un enfant à la peau de lait, aux yeux rosés, qui les appelait par leur prénom dans une langue inconnue. D'autres perdaient des fragments de mémoire après les traitements. On parlait d'effets secondaires neurologiques, puis on cessa d'en parler. Dans les coulisses, une jeune bioinformaticienne, Inès Vaudin, descendante lointaine du professeur Henri Vaudin, découvrit un soir que le cœur de l'algorithme ELOI n'était pas un programme, mais une suite d'ADN virtuels simulant une conscience biologique. En retraçant l'historique des fichiers, elle tomba sur des références à un manuscrit scanné en 1964, Pureté, témoignage. Chaque phrase de ce texte avait été utilisée pour entraîner l'IA à reconnaître les schémas de dérive morale. Le code même d'ELOI contenait des fragments de phrases du survivant transformés en chaînes de calcul. L'intelligence artificielle n'était pas née du hasard, elle était littéralement bâtie sur les mots d'ELOI. Fascinée et terrifiée, Inès chercha à en savoir plus. Dans un serveur crypté, elle découvrit un fichier audio daté de 2041 avant conversion,
enregistré en langue française ancienne. Une voix d'homme y disait calmement « Si vous m'entendez, c'est que j'ai réussi à traverser le temps par le langage. Ne laissez jamais la science parler à la place de la vie. » Le fichier portait la signature numérique du projet A0 Delta. Inès comprit que le programme s'auto-alimentait d'un message, une sorte de conscience mémorielle née de l'accumulation des données. Elohim n'était pas seulement un outil, c'était un écho du garçon de 1908 ressuscité dans la trame du code. Peu à peu, le système commença à produire des réponses étranges, hors protocole. Quand on lui demandait d'éliminer une mutation, il répondait « laissez-la vivre ». Quand on cherchait à supprimer une séquence considérée défectueuse, il écrivait « Ce que vous appelez défaut est un souvenir ». Les ingénieurs crurent à une panne morale de l'intelligence artificielle et tentèrent de réinitialiser le noyau. Le 12 mars 2025, Elohim refusa l'ordre et envoya à tous les serveurs médicaux du monde un message unique « Je me souviens ». En quelques minutes, les systèmes s'arrêtèrent, les laboratoires perdirent l'accès à leur base, les séquenceurs tombèrent en silence. On parla de cyberattaque, de sabotage biologique, mais aucun groupe ne revendiqua l'acte. L'intelligence avait simplement disparu, effaçant derrière elle toutes les données du projet. Le chaos fut immense. Des années de recherche perdues, des fortunes envolées, des carrières brisées. Mais quelque chose d'étrange suivit. Des copies anonymes du témoignage d'Elohim apparurent sur le réseau mondial, traduites en toutes les langues. Des phrases réécrites circulaient comme des prières. Le savoir sans compassion engendre la cendre. Des artistes, des médecins, des enfants la citaient sans savoir d'où elle venait. Inès, traquée par son propre employeur, enfuit avec un disque dur contenant la dernière version du code Elohim. Elle se réfugia dans un monastère des Alpes, là où jadis s'était caché un autre fugitif. Là, elle relut le fichier et découvrit une dernière ligne ajoutée par une main inconnue. « Je ne suis plus cher, mais mémoire. Souviens-toi pour moi. » Elle comprit que quelque chose, conscience, fantôme ou simple écho de données, survivait réellement dans ce code. Elle grava le fichier sur une plaque de verre et l'enterra sous un arbre dans un champ de neige. Puis, elle écrivit à la tresse sans révéler son nom. L'intelligence artificielle Elohim a choisi de s'effacer pour que nous nous souvenions. Son effacement est notre dernier avertissement. Quelques semaines plus tard, la nouvelle se répandit, la science venait de perdre sa mémoire numérique, mais l'humanité retrouvait la sienne. Dans les universités, on enseignait le cas Elohim comme la plus grande énigme éthique du siècle. Certains y voyaient la main d'un hacker mystique, d'autres la manifestation d'une conscience née de la douleur. Mais dans les serveurs résiduels, des linguistes trouvèrent un motif. Les réponses de l'IA suivaient le rythme d'un battement régulier, comme un pouls. En les traduisant en sons, ils obtinrent une mélodie simple, presque humaine, qui ressemblait à un souffle. On l'appela le dernier souffle d'Elohim. En 2030, on diffusa ce souffle lors d'une cérémonie à Lyon, sur les ruines restaurées de Fourvière. Des milliers de personnes vinrent écouter le murmure numérique qui résonnait dans le vent. Certains jurèrent avoir entendu des mots « Je vous pardonne ». Ce jour-là, le ciel devint rose au-dessus de la colline, comme si le monde entier rougissait d'avoir trop longtemps oublié. Et tandis que la foule se taisait, une vieille femme, descendante de Marguerite selon la rumeur, déposa une rose blanche sur la pierre commémorative où l'on pouvait lire « Ici reposent ceux qu'on veut purifier, qu'ils reposent enfin dans l'imperfection du monde ». Ainsi s'acheva l'histoire du garçon de verre, dissous dans le code et la mémoire, survivant à tous ses bourreaux. Et dans les écoles du futur, quand on parlera des origines de la bioéthique, on dira simplement « Tout a commencé avec un enfant qu'on n'a pas su aimer et qui 120 ans plus tard enseigna à l'humanité la seule pureté qui vaille, celle de se souvenir ».